Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est avec un pile plaisir que nous rejoignons une nouvelle fois pour nous présenter notre émission préférée, la l'heure des décisions. Si réflexion sur la question de l'économie a continué, je dis, on a pratiquement abordé la deuxième partie de série. Ça, la semaine dernière, il y a un atelier qui a été fait le 3-4 juillet sur la question d'orientation budgétaire. Nous avons une réflexion avec des personnalités dans le milieu, des universitaires, des politiques qui deviennent une réflexion avec nous. On pourra poursuivre cette réflexion. Ça. Je veux dire, on va parler d'un autre aspect qui c'est un petit élément de réflexion pour relancer l'agriculture comme moteur pour porter l'économie. Pour nous réfléchir sur ce sujet, ça, en plus de techniciens, différents ministères concernés qui pourraient pour intervenir à tout de rôle, nous avons l'opportunité de recevoir deux universitaires de personnalités qui ont même pas réfléchi avec nous. On a parlé de agronome Alain Henry, à qui nous disons bonsoir, bonjour. Bonsoir, Ousner. C'est un plaisir pour nous recevoir une fois de plus sur le plateau. Ça fait tellement longtemps que vous êtes venu réfléchir avec nous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et pour moi, c'est un plaisir chaque fois que j'ai l'occasion pour me capable de partager les réflexions que nous avons fait dans le secteur. Pour moi, c'est un plaisir. Merci. Depuis quelques temps, je ne suis pas trop disponible pour répondre à l'invitation. Mais nous avons essayé de faire des efforts de plus en plus pour nous capable au moins créer ce espace, créer temps pour nous capable partager ça, nous dire, ça nous comprendre, qui nous comprendre le secteur. Merci beaucoup. Nous avons le professeur Guerline Jean, qui est géographe économiste, à qui nous disons une fois de plus bonsoir, bonjour. Bonjour Wesner, bonjour tout le monde qui est là, et nous saluons tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi pour participer ensemble avec nous dans l'émission. À côté, nous allons essayer d'échanger la compréhension que nous gagnons de qui genre l'économie a évolué et qui genre l'agriculture elle-même est capable de représenter un point important dans le développement du pays. Merci. On a parlé du secteur agricole là, par exemple, dans le recensement que le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a fait dans la fin année 2000, on a parlé de 2008-2010, il a fait un ensemble de considérations. Il dit par exemple, dans l'année 1910, l'agriculture a été représentée entre 80 et 90% de produits intérieurs bruts pays. En 1950, il représentait 60-70%. En 71, il était entre 50 et 40, et aujourd'hui, il est entre 22 et 25. Entre 22 et 25% de l'agriculture. Mais tout, quantité de terre qui est disponible pour le travail aujourd'hui, là, on a parlé d'environ 358 508 hectares de terre qui est répartis entre 1 million de monde, à peu près 1 million 100 000 monde qui travaillent dans le secteur ça. Mais il y a une grosse pression sur la question foncière, sur la question agraire, dans le sens que il est passé de 33% en 1971-73 à 73% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de pression toujours sur foncière, il y a plus à morceler un peu plus. C'est dans un contexte particulier ça que nous avons parlé de l'économie. Mais il est bon pour nous attirer l'attention. Nous, là, on a parlé de composant d'agriculture, mais on a parlé de l'autre aspect. Par exemple, pour la question élevage, il y a pour tout le pays entre 1 500 000 et 1 600 000 bœufs. Il y a 2 500 000 cabrites, il y a 1 million de cochons, il y a 4 millions de poules. C'est ça qui constitue le patrimoine, nous, en termes d'élevage. Même si il est bon pour nous attirer l'attention des téléspectateurs qui regardent nous pour nous dire que ça nous avons comme patrimoine 1 500 000 cabrites là, nous avons plus que ni Cuba, ni la République dominicaine, ni Jamaïque réunis. Nous avons plus que eux. Mais n'empêche que, le regard des moyennes globales, le regard de la population globale pays, il est faible. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement prend l'initiative de faire de l'agriculture un moteur, une locomotive qui peut mener le secteur dans l'économie. Pour nous comprendre l'aspect ça, puis bien, nous allons prendre une petite pause et dans le retour, nous allons commencer différentes interventions qui étaient faites dans le secteur. Après, rappelons qu'on va suivre l'émission L'heure des décisions. Julien a parlé de 10 réflexions qu'a faites pour relancer le secteur agricole là, qui lui-même doit servir de moteur pour relancer cette économie. Pour nous aborder des questions, en attendant que nous allons inviter la parole, on a invité au suivant un extrait d'un atelier séminaire qui était fait sur question budgétaire et 3 à 4 juillet 2015 là. Il y a tout un ensemble d'attentes au secteur agricole et qui vont bénéficier en fait
à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble des autres secteurs. Donc l'idée de la locomotive, c'est de pouvoir mettre à profit les liaisons intersectorielles, de travailler en convergence de manière à pouvoir atteindre des objectifs. Qu'est-ce que la santé pourra mieux travailler, on peut mieux atteindre d'autres objectifs, des objectifs en matière de santé, si l'agriculture fonctionne mieux. On pourrait considérer d'autres secteurs comme locomotives, comme on l'a vu, et on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé et autres. Si on se réfère aux critères de rendement de l'investissement, là, il y a un certain nombre de préoccupations. Pour poser l'agriculture comme locomotive, on s'est référé à 2 critères. Un critère de pertinence. Le critère de pertinence réfère à la possibilité pour le secteur agricole de délivrer sur des problèmes urgents et pour la société, des problèmes urgents actuellement. Ces problèmes, c'est quoi? On a vu, il y a le déséquilibre externe qui se profile, donc pour les problèmes de sécurité alimentaire. Il y a des problèmes de chômage, la possibilité de créer des emplois rapidement à partir du secteur agricole, parce que au niveau de ce secteur, il y a une flexibilité à très court terme pour pouvoir relancer, pour pouvoir avoir des résultats en termes de production. Donc il y a des cultures, 3 mois, 5 mois, qui peuvent être développées. Le problème des inégalités et pauvreté, on a vu bien que la pauvreté, elle est plus importante vraiment en milieu rural, et qu'on a vu aussi que les inégalités, la pauvreté extrême, dans le dernier rapport, n'a pas bougé vraiment en milieu et rural. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y a une amélioration en milieu urbain? C'est de travailler sur la question des inégalités. On peut avoir un raccourci à travers une amélioration de la production au niveau du secteur agricole. En matière de pertinence, délivrer sur les priorités et urgences qui sont identifiées. Donc la possibilité de créer des emplois, la possibilité vraiment de pouvoir faciliter le développement des filières et la possibilité d'augmenter l'autonomie du pays par rapport à certains besoins qui sont essentiels. Maintenant, ça ne veut pas dire certainement que l'agriculture supplante les autres secteurs. Cela ne veut pas dire. Il y a seulement une recherche de cohérence, une recherche de convergence, et de manière à ce que chaque secteur, parce qu'on a vu qu'au niveau de l'agriculture, il y a cette possibilité de pouvoir fermenter l'ensemble de l'économie. Donc, chaque secteur peut travailler mieux avec l'agriculture. L'autre, avec une croissance agricole. Dynamiser certains secteurs va requérir beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements. La soutenabilité n'est pas garantie parce qu'il faut que des moyens de subsistance soient développés, il faut que de manière à pouvoir le faire. Donc, on a compris qu'une approche par la demande ne répond pas vraiment à cette situation, ne répond pas vraiment au diagnostic que l'on a fait. Même s'il faut continuer à renforcer les programmes sociaux, à renforcer la santé, mais le pouvoir tirer pouvoir vraiment fermenter l'économie, pouvoir tirer la croissance. Donc, je pense qu'il faut agir, travailler sur les facteurs d'offres, desserrer les contraintes de manière à ce que la productivité globale de l'économie puisse augmenter. Donc, par rapport à ça, on a bien fixé les attentes par rapport au secteur agricole. Merci. Agronome, au sautant des différentes considérations que Madame Lalo, on a parlé de Marie-France Lalo, qui est directrice des études économiques dans le ministère de l'économie et des finances. Et pendant la parler là, qui va être dans tête moi, c'est les premières révolutions qu'en général que fait dans le pays, ça la révolution verte. C'est-à-dire que tout pays qui construit le développement, le premier secteur que vous commencez à mettre en phase, c'est le secteur agricole.
malheureusement en Haïti, pendant un certain temps, il y a eu un choix de développement qui était ignoré ce secteur agricole là, qui était mis en face sur l'industrie et le tourisme. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, nous avons un bilan devant nous, sac devant nous là, et je dis à la gouvernement république là, l'État a décidé changer paradigme pour faire de l'agriculture là, on fait de l'as de l'économie. Il faut dire aussi pour nous regarder nous là que le débat qu'a fait aujourd'hui là, sont débat qui vieux depuis plus de 150 ans, parce que il y a deux courants de pensée qui dominent la pensée économique là, c'est est-ce que c'est l'agriculture comme fer de lance, comme locomotive vient dire là, ou bien c'est l'industrie. Théoriciens qui viennent après dit que c'est pas une ou l'autre, c'est les deux. Parce que il y a un domaine qui est l'agro-industrie, côté agriculture a servi de support pour faciliter le développement industriel. Donc, comment ou même ou différentes considérations que Mme Lalou fait sous choix d'orientation et les dispositions à adopter pour être capable de faire de l'agriculture là, qui justifiait que fait de l'agriculture un facteur de locomotive pour rester économie. Il y a plein de temps et Marie-France, que c'est amis moi que vous connaissez très bien, et il y a trois bagages que dit qui retenir attention. Parmi les critères qui sont fondamentaux pour lui, qui fait que le choix de l'agriculture, il dit, il y a un premier élément, c'est question de pauvreté. Il dit que la pauvreté rurale qui est effectivement massive, et pauvreté, ça n'a pas jamais changé depuis au moins une cinquantaine d'années. Il dit tout, et c'est ce secteur qui crée emploi. Et il dit tout, c'est là pour capable faire des résultats à court terme. Parmi tout ça qu'il dit, on capte trois ça. Il dit, je ne veux dire tout, on n'est pas capable d'intervenir dans la question du développement agricole pour ne pas chercher articulation, pour ne pas chercher cohérence entre actions qu'on fait dans différents secteurs. Il prend des cas, il dit articulation entre l'agriculture et la santé. Mais nous-mêmes, nous parlons dit articulation avec l'industrie pour nous sortir dans la question de démarcation, ça, pour nous dire une ou l'autre, même si il y a une qui est fondamentale, et choix ça au fait montrer que l'agriculture est le secteur moteur. Là. Mais il n'y a pas de dissocier totalement, parce qu'il y a un lien. Nous allons laisser plus devant l'émission, montrer le lien. Et pour nous, l'articulation, encore cohérence, c'est dit que par le bail, on nous dit, garantit que chaque intervention qu'on fait, a fait gagner des impacts, qu'on fait gagner des résultats. Bon, moi, je dis tout. Est-ce que ça que Marie-France dit là, est-ce qu'il y a nouveau? Est-ce qu'il y a nouveau? Et moi, je dis, nous attendons un peu choix ça, nous attendons des discours ça depuis très longtemps. Et il y a des gens qui disent, avant l'élection, et tous les candidats parlaient de l'agriculture comme secteur fondamental pour lui, parce que pendant l'élection, il faut que les paysans voter. Et puis, depuis, quand le candidat a passé, le secteur fondamental pour eux, c'est le secteur de la ville, parce que c'est là que la rue est chaud, il faut avoir tendance pour la rue pour être capable de faire une gestion de politique de pouvoir. Donc, est-ce que vous ne dire, nous parlons dans la même logique là. Vous ne dire, l'agriculture, puisque nous avons période électorale, l'agriculture comme secteur moteur, comme secteur prioritaire, et puis après, pouvoir en place installé, et puis nous parlons de compte, nous parlons devant, on leur cas de figure, c'est que nous parlons de gestion politique de l'économie, nous parlons de gestion politique de pouvoir, et puis oublier tout ça qui était fondamental, qui pourrait prendre un peu, en gros, quelques éléments que Marie-France parlait, mais encore, nous pensons que nous avons une occasion pour nous parler de eux. Moi, je pense que nous connaissons que c'est clair que je ne veux dire, nous ne sommes pas capables de parler de développement économique dans le pays d'Haïti sans que nous ne pas parler de questions d'emploi. On nous dit, je ne veux dire, je prends diverses thèses, je ne veux dire, quand pile thèse dans la rue qui dit, bon, je suis monté de parler de l'agritrans. Je parle de l'agritrans, l'agritrans, même c'est pas l'agritrans, c'est un modèle. Comme si tout le monde a pensé que si vous parlez de croissance, on ne peut pas faire de croissance avec l'agriculture paysanne. Donc, on thèse concernant la rue. Donc, ça veut dire que si on fait croissance, c'est l'agritrans. Depuis croissance, tout le monde est l'agritrans. Comme quoi, si vous avez besoin de. Là, on parle de l'agriculture industrielle. Industrielle. Si vous avez besoin de faire développement agricole, si vous avez besoin de faire croissance, c'est avec l'agriculture industrielle qu'on doit faire croissance. Et dans le contexte, dans un pays, je veux dire, il faut nous rappeler dans les années 50, dans les années 40, dans les années 50, là, nous avons fait choix de grande production dans le nord et nord-est dans le pays d'Haïti. Ça fait passer après. Là, nous fait des choix d'industrialisation, bien, plus fort paysans que sur terre, ils expulsent, ils exproprient, et puis ils peuvent retrouver au phénomène rapidement. En plus, le monde dit, massacre et 1937, ils sont liés
De choix de politique publique. De choix de politique publique, côté quand pile monde migrer à ces domaines parce que ils étaient expropriés de terre que dans la région nord et nord-est. Et je ne dis rien, son risque. Chaque fois que nous parlé de développement agricole, il commence à considérer tout, c'est la grande pauvreté qui parle de développement agricole, et quelque part, de vous dire grande pauvreté, vous dit retirer terre, mais on nous dit. Ah oui, mais une considération pour nous faire tout. Et on connaît plus terre à petit, plus coût d'exploitation élevé. Oui, de toute façon. Ouais, ça me dit, ah oui, plus terre à petit, plus coût d'exploitation terre élevé. Ça veut dire que même si nous sommes capables de demander mon yo, et je dis, est-ce que pas une démarche tout pour nous inciter mon yo mettre terre ensemble pour nous capables de réduire le coût d'exploitation dans le sens que si on a voulu une exploitation plus optimale de ça gagne comme ressource dans terre, est-ce que je dis, il ne faut pas changer de modèle là tout? Je prends un cas de figure. Parce que fait un plus pas dire forcément exproprié, non? Vous avez son l'autre schéma, oui. Je vais prendre deux exemples. Un premier exemple qui c'est pendant que je choisis agriculture, parallèlement, il y a petit planteur. Petit planteur, il y a 6 000 carottes dans le il y a 6 000 pays, en fait, à peu près 6 000 paysans tout. Il y a autour, il y a près de, je ne rappelle une quantité, nous faisons un millier de pays, de membres. Ça veut dire que grande coopérative qui gagne 1000 planteurs, qui gagne 6 000 carottes dans le donc ça veut dire que on a choisi renforcer modèle c'est-à-dire renforcer petit planteur à travers la coopérative là pour faire du développement agricole à travers eux. Ça veut dire que au cas opposé, on nous dit modèle agricole, au cas opposé tout en modèle coopératif. C'est opposé ou complété. Hein? C'est opposé ou complété. C'est-à-dire qu'il y a cohabiter, pas rien qui dit. Même pense qu'il y a cohabiter, mais il faut faire des choix dans la cohabitation. Et c'est ça qui est important chaque fois. Nous pas dire non, il est obligé expulser l'autre. Mais il faut faire des choix dans la mobilisation moyenne. Dans le pays côté ressources limitées, chaque fois on fait des choix pour mobiliser les ressources, il faut dire à qui est comme catégorie, à qui est comme type de modèle pour bailler à l'autre, puis il faut ressources pour gagner à disposition. Ouais, ça c'est le premier cas. Mais le deuxième cas que je vais prendre ensemble avec vous, je ne dis pas prendre option demi-carotte. Parce que moi, j'ai toujours fait un débat sur la réforme agraire faite en Atibonite en 1996-97. Qui choisit chaque pays dans demi-carotte. Est-ce que parler de réforme agraire dans le cas ça, c'est pas. Est-ce que nous est-ce que pour nous dire mot réforme agraire même? Est-ce que pas une précaution pour nous apprendre, on n'a pas abordé des questions pour nous dire mot réforme, ou connaît que c'est un thème sémantique, que un thème lexical, mot réforme agraire, notion lui-même ça chargé. Est-ce que nous parler de réforme agraire dans le cas ça? On fait économie de faire débat sur ça, mais. Non, même pas que c'est des réformes agraires. Parce que justement, pas un seul modèle de réforme agraire. Et comme je dis tout le temps, chaque fois que je vais parler avec l'autre monde, il y a divers modèles de réforme agraire. Au on a dit au fond réforme agraire, il y a une logique. Il y a trois grandes logiques qui traversent la réforme agraire. Une logique, on dit sociale, c'est-à-dire qu'il y a un problème de pauvreté, qu'on a besoin de baisser la pauvreté. Une logique économique, on veut mettre des exploitations agricoles viables pour faire relance économique, qu'on a parlé. On a fait réforme agraire purement politique. Il y a divers cas de figure réforme agraire. On a parlé là. Ok, bon, moi, je ne pas réfléchir sur ça politique. Je connais politique, c'est ça. Son bas dans l'autre nature. C'est ça. Mais ça, là, c'est une réforme agraire sociale. Sociale, dans le sens que nous n'avons pas baissé la pauvreté, nous baillons demi-carotte à un ensemble de monde qui a des possibilités pour eux capables de vivre de terre. Mais nous ne pouvons pas faire relance économique à partir de ça. Ce n'est pas à travers demi-carotte qu'on peut faire relance économique. Parce que nous sommes clairs que demi-carotte a d'ailleurs calcul qui peut le faire pour voir en place la choisi demi-carotte. Ils font un calcul simple, ils disent combien de paysans pourraient pouvoir en tirer de demi-carotte. Ils font un calcul, ils disent qu'ils ont besoin au moins salaire minimum bas jour. Il faut calculer le salaire minimum bas jour. Ça veut dire que je dis, les gens qui concevoir en et développement pays d'Haïti, ils considèrent que les paysans sont ouvriers agricoles. C'est ça un peu le problème. Non? Alors que si vous allez faire le même exemple, le même calcul pour l'industrie, vous ne pouvez pas prendre les cas comme entrepreneur. Les paysans sont ouvriers, mais si c'est l'industrie, donc c'est entrepreneur. Donc, oui, on préjugé qui, d'entre le jeu, caractérise des démarches là. On a passé une réflexion parce que l'important, parce que là, on a parlé de l'agriculture comme facteur de relance de l'économie. Facteur foncier, on a tourné sous lit en attendant nous madame Jean la parole, mais Jean dit là et a raison. Un monde qui a terre qui travaille sous lit, c'est pour simple ouvrier agricole, sont entrepreneurs qui ont un investissement que le fait, ils ont terre comme capital, et faut chercher, et c'est ça l'État a comme rôle, mettre en place des dispositifs qui facilitent un rendement optimal qui fait de terre, à la fois pour lui-même les vivre, et faire terre sortir un élément de générateur de richesse. Tel qu'on explique là, nous et résultat nous plus tard ça donc nous pas faire une économie de pas tourner sur ça, mais nous pas regarder situation que nous regardé là. Nous avons une situation extrêmement difficile de
nécessité pour nous remembrer terre. De un niveau de dégradation environnementale qui lié avec de pression sur les ressources liées, toute forme de ressources qui gagnent dans le pays parce que véritablement nous ne pouvons pas vivre de demi-carreau de terre qui n'a avec toute charge que vous gagnez. Donc, là on a parlé d'un choix de l'agriculture comme locomotive, comme moteur, comme levier pour faciliter l'économie. Madame Jean, qui j'en appelé à la fois comme géographe et comme économiste. Merci Wesley. Moi-même, Merci. avant que moi Je vous en prie. gagne des considérations à partir de l'intervention Madame Lalo, et nous allons laisser aller plus devant pour nous dire, nous allons aller plus loin toujours. En général, depuis petit, ou du moins tout le monde toujours dit, autant de toujours a dit Haïti son pays essentiellement agricole. Donc là, a dit ça, il y a toujours une tendance à penser, c'est parce que justement, c'est agriculture, c'est un bagage que nous-mêmes nous fait et nous très développé là-dedans, c'est lui-même et nous prioriser. Et pourtant, là, parler de l'agriculture, de agriculture comme Haïti comme un pays agricole, ça veut dire qu'il y a une part importante dans le PIB par rapport à l'autre secteur que l'agriculture a participé là-dedans. Dernier chiffre en 2014 montre que les dérivés alimentaires à 25%. Et puis tout, les subvenir à besoin de population à hauteur de 45%. Les favoriser tout, les participer tout à alimenter taux d'emploi actif, population active à 60%. Et puis, les participer tout à contribution source de devises, les générer environ 100 millions de dollars. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire, même Jean Mounio toujours plein, il dit que l'agriculture pas bail encore. Ça veut dire, activité ça que nous dit qui lui-même nous dit nous sommes pays essentiellement agricoles là, nous constatons que l'y en est recul ou du moins ce n'est pas vraiment suffit pour l'État permettre que l'économie en mener, l'État arrivé ça le doyer parce que même si c'est lui nous fait mais c'est à défaut. Mais je dis dans l'intervention madame la loi, nous rendons compte que effectivement lui mettait accès sur du moins lui essayer d'insister sur plusieurs choses. Premièrement, nous avons une question et liaison intersectorielle, il trouve qui est important, ça veut dire si que nous essayons d'appuyer sur le levier ça, mais en même temps, nous ne pas négliger d'autres secteurs. Mais avant nous essayer d'alimenter question agriculture, qui t'a supposé comme un levier, mais le dit ça, c'est pas relance activité agricole comme choix économique. Justement, nous ne pouvons pas dire un choix économique, ça veut dire nous ne pas mettre accent sur l'autre caractéristique, parce que passer par un développement agricole, lui-même tout, lui passer par des politiques corrélatives de l'autre secteur. Industrialisation incluse. Donc, avant de nous arriver à développer ce secteur, ça, nous rendons compte qu'il faut que nous essayions de travailler sur plusieurs leviers. Leviers comme déjà la question de pauvreté, déséquilibre interne que nous gagnons, externe qui gagnons, insécurité alimentaire, et nous mettons accent sur lui que gagnons une sorte de spirale, ou du moins on dit que un cercle vicieux entre questions. Est-ce que à ce niveau-là, nous pouvons parler de servir avec l'agriculture pour nous relancer l'économie, tandis que nous pouvons avoir des moyens d'abord pour nous rentrer dans l'agriculture ça déjà. Parce que lui demander infrastructure, lui demander des moyens, lui demander un capital pour nous investir là-dedans que nous pouvons gagner et lui demander tout pour marché local là, ça veut dire pour nous-mêmes pour nous régler question insécurité alimentaire nous yo. Jean nous t'a dit tout à l'heure bien avant nous commencer, il y a une question que nous relais dans question souveraineté alimentaire que nous passons déjà par produits pas nous qui capable alimenter nous dedans mais pour l'alimenter nous faut avoir accès avec elle. Ça nous relève disponibilité et accessibilité. Je dis est-ce que nous régler question chômage là, j'en dis la question du chômage est très importante et extrême pauvreté et nous effectivement que la population pauvre dans le milieu rural là, il a progressé et poche pauvreté a devenu de plus en plus grande. Donc on est là, nous devons commencer à passer par de l'autre politique qui peut permettre que nous alimenter l'économie de façon à ce que et cette relance agricole que nous voulons prôner, d'abord nous résoudre d'autres problèmes qui sont liés avec notre économie, des problèmes économiques et sociaux qui sont très importants. Ok. On a parlé de relance agricole. Pour moi-même, si je prends le mot, ça me si je trop fort, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est une nouvelle approche en termes de perception, en termes de conception de la chose économique comme telle. Pour que ça me dise ça, les théoriciens du développement haïtien, que le Damien François, qui est un livre les 20 ans de politique extérieure d'Haïti,
côté là des questions qui rôle que café, cacao, les denrées traditionnelles d'exploitation gagnent dans la question économie. Mais une bagage monsieur soulever que dans le choix qu'a fait à l'occasion de l'élaboration budget part d'investissement public alloué à secteur agricole c'est toujours pas très faible contrairement à l'armée, la diplomatie et l'appareil politique. Benoît Joachim, qui sont les théoriciens du développement encore, qui ont livré qui ont le théoricien développement, monsieur aborde des questions de cette même manière. Donc, différents théoriciens haïtiens qui abordent des questions financement développement, toujours ouais que un mépris systématique et constant de ça qu'a alloué comme revenu, comme ressources, comme investissement à secteur agricole là. Donc, là qu'on y a là, un gouvernement, ne serait-ce que dans la période électorale ou pas, bon, je considère, choisi, dit que il pas le fond budget, ça veut dire que un changement de perception, un changement de réalité. C'est ça me le changement de paradigme. Et un effort qui peut faire en termes de différentes couches de la société pour nous porter politique, ne serait-ce que le régime ça a changé, pour nouveau régime entrer dans le monde là pour au moins nous commencer à regarder manière à organiser le secteur économique là, parce que quel soit le secteur d'activité qu'on fait dans le pays, si vous avez un investissement, si vous avez une économie qui est solide, ou pas qu'à donc, le secteur économique a besoin au niveau d'investissement adéquat pour lui-même gagner, pour être capable de financer le secteur de l'économie. Et c'est là que je vais retourner avec vous. Il y a une question sur le vagabondage là, qui liée à la question code rural, là, qui mettait les gens qui sont dans la paysannerie, les gens qui sont dans le secteur agricole, les gens qui développent un complexe par rapport à eux, et il dit très clairement dans le code rural là, que paysan, ce n'est pas simplement un moyen, on fait, mais son moyen. Je parle dans le préambule, code rural François Duvalier. Donc, perception nous de l'agriculteur, c'est un monde qui n'a un code d'abondance, je prends mon payo, qui a même gagné un type de rapport avec la ville là, qui a généré des bagages pour la ville, et les banou agriculture de rente. Avec tout ça, ça a gagné, et je dis à la paysan, très tôt déjà, Paul Moral ou Gérard Batelmi posé problème, non? Quitter le secteur agricole, ou bien quitter le secteur non économique qui est d'exploitation, ou racheter café pour planter un denrée que estime que y a contrôle sur lui. Son facteur qui a abordé très peu dans le débat qu'a fait dans les médias, mais son facteur qui est important pour nous comprendre pour ça, il y a mépris pour le secteur agricole là, parce que le monde qui a fait agriculture estime que lycée bœuf, cap mon sirop, mais pas de chance pour le boire. Comment ou même comme agronome, agroéconomiste d'ailleurs, ou applique différents facteurs ça, et comment c'est ça qu'a fait pour changer perception, changer de mentalité ça, pour nous faire de l'agriculture, non pas un simple moyen pour enrichir le monde spéculateur et autres, mais son véritable agent économique qui a un rôle dans le système social donné, il est capable à la fois générer un niveau de revenu pour vivre décemment et contribuer globalement dans le développement économique. Comment on même regarder l'aspect ça? Non. Le premier aspect dans tout ça, il y a 3 points dans tout ça qui est fondamental pour moi de sur chaque fois. Pour parler de budget, on va prendre un petit temps pour nous parler de budget, qui explique qu'effectivement toute histoire pays d'Haïti, pas jamais un budget qui est alloué à ce secteur d'agriculture, qui peut être que capable de parler de relance vraiment. Ça veut dire que je dis pour parler de relance, il faut un budget qui est adéquat. Ouais. Comment on peut parler de relance pendant que 3,58 à 7% budget qui est alloué à l'agriculture dans le budget national depuis au moins 50 ans. Par un budget toujours très faible. Et même le que tu as augmenté dans les dernières années, on a passé jusqu'à 7% dans le budget. L'augmentation, c'est pour te voir qui secteur qui bénéficie d'exploitation, d'augmentation. Le secteur qui bénéficie de lui, c'est le secteur l'ouest, fondamentalement, et qui côté comme aller dans la rivière. C'est aménagement rivière, aménagement ça. C'est pas des augmentations qui étaient liées à le secteur agricole, vraiment. Donc c'est pas de production comme telle. Non. Nous ne pas dire qu'on n'a pas besoin de protéger terre, non? Nous avons besoin de protéger terre. Mais dans quel sens que rotation est allée? Est-ce que tu es allé dans le sens pour une réflexion qui fait, des choix qui fait, je veux dire comment on peut faire pour relancer la production nationale là, à travers le pays d'année, à travers le passé? C'est pas ça du tout. Ouais. Et deuxième élément que je vais rentrer sur c'est la question de rente, pour parler là. Effectivement, comme on dit, c'était toujours une économie de rente. Et Damien a raison pour le dire dans toute l'histoire. Le pays d'Haïti, il y a un secteur qui était bénéficié de quelque part de budget de l'État, même si c'est lui qui contribue fondamentalement au budget de l'État, mais qui était bénéficié de lui, c'était quelque part dans le secteur café. Quelque part. Et même là encore, on peut nous dire, c'est pas vrai, le secteur café va bénéficier vraiment. Ouais. Mais n'empêche, le fait que tu n'aies pas un projet café en tant que tel,
c'était déjà des choix. Parce que qui ça qu'a fait à l'époque? Café, c'est un secteur économique qui est lié à une catégorie on dit économique de la société. Même si le producteur a produit café, mais qui l'autre secteur qui a bénéficié de lui, c'est des exportateurs. Et puis avec les spéculateurs qui ont bénéficié de ce secteur café. Donc tout ça qui était gagné comme investissement, c'est allé vers des catégories sociales, des catégories économiques. Et eux-mêmes, ils vont investir dans ce secteur. En fait, nous disons que c'est une culture sur l'économie de rente qualité, pas aucun investissement qui fait dans ce secteur café. Et qui fait que, je ne dis pas, le plus fort acteur qui est en aval du secteur a assisté à nous dire baisse production, on y a l'école. On y a l'école parce que je dis la production a baissé, marge, quantité, richesse que vous capter dans la filière, il vient baisser, il va intéresser à rien encore. Alors que, je dis, les paysans qui étaient toujours intéressés à ce secteur, et c'est ça qui est important pour nous connaître. Dans toute l'histoire du pays d'Haïti, chaque fois que le prix café a baissé sur le marché international, là, qui secteur qui paye les conséquences de baisse du café, c'est encore producteur. Et c'est toujours une occasion de crise, d'où? Occasion de crise. Je sais, laisse aller même ça le fait, il a chez café. Je dis bien, la planter, la passer une année dans le soleil pour lui faire un café dans la fin d'année. Et qui est-ce qui va le jouer de café? C'est pas lui. Qui fait prix pour lui? C'est ça. Et moi, je dis tout ça lié à la question de mépris, pour parler. Moi, je pense que mépris, sont mépris réel qu'il a dans toute l'histoire du pays d'Haïti. Parce que, il ne faut pas oublier, les paysans, c'est un agent économique, mais sont acteurs, sont membres de la société, sont citoyens. Qui est-ce qui a gagné comme investissement qui lié à les paysans dans le milieu, en termes de route, en termes de l'hôpital, en termes de l'école? C'est tout ça mépris. C'est tout ça mépris. Mépris, c'est des mépris par rapport à les paysans en tant que tel. C'est-à-dire, dans le milieu qu'on investit, il n'y a pas gagné aucun investissement qui peut être, on nous dit, émancipé en tant que monde, en tant que citoyen. C'est comme si nous avons que longtemps songer, chaque fois parler de route dans la ville, on parle de route. Et puis on dit route en dehors, on dit paysan, c'est pour faire compte, pour faire route. Mon la ville, il a fait route pour eux, en dehors, paysan pour faire route. C'est forme de mépris ça. Ça, il faut faire compte, toujours faire compte. Nous ne pouvons pas négliger non, que nous avons une nécessité pour gagner, on dit chercher participation sociale dans les citoyens, mais participation sociale, il faut que nous concevions à tous les niveaux. Pour que ça c'est paysans pour aller dans la route, pour faire route chaque samedi, chaque vendredi, alors que la ville n'a pas ça. Alors que l'autre parle de route dans le milieu urbain, route normal, et route dans le milieu rural, c'est paysans pour prendre quoi, pour un jour, 2 jours de travail. C'est tout ça qu'il y a mépris. Et je dis, on a parlé de tout, on nous dit mépris. En fait, je retourner sur l'autre question qui est fondamentale, pour parler, que en fait, Marie-France t'a parlé tout à l'heure, c'est question d'articulation. C'est question de coordination. Moi, je pense que je dis, un budget, c'est la bataille d'abord pour un budget. Un budget qui augmente, qui alloué et à part secteur agricole dans l'économie. Puis je dis, l'agriculture contribue à 23-25% dans le PIB, eh bien, pourquoi pas 23-25% dans le budget national. On dit, vous contribuez et valeur, contribution, caution à part pour pas tirer le budget, pour permettre de continuer effectivement la relance agricole. C'est ça, il faut nous parler en ce thème-là. Et ne pas l'obliger plusieurs acteurs économiques à lignel, quoi, à choisir ça. Ça veut dire, je dis, on nous dit, banque n'est pas capable de bailler 98%, on nous dit crédit à secteur spéculatif. Il faut que nous disions, nous obligions à gagner au moins 25%, on dit de crédit qui est à la secteur agricole, au minimum. Il y a un ensemble de choix qui doivent être faits pour permettre que on nous dit, voilà. Ça comme sous ça peut insister, c'est question de coordination. Pour je dis, on n'est pas capable de arriver dans le relance, non? Si on ne pas arriver à mettre acteurs ensemble. Même de mettre acteurs ensemble, c'est mettre le ministère des Finances ensemble avec le ministère de l'Agriculture ensemble. Ça veut dire que le ministère de l'Agriculture a fait loi, le ministère des Finances a fait loi, on nous dit, et commerce. On dit, il ne va pas chercher priorité à niveau 7. Il ne va pas baisser taxes ici, augmenter taxes ici, c'est qu'il n'y a pas aucune discussion. À cette école-là, priorité cette école-là, il faut qu'il entre dans la loi tarifaire, le ministère commerce a pété, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances a pété. Donc ça veut dire qu'il y a une articulation entre le commerce, une articulation en l'agriculture, mais une articulation dans la tourisme, parce que je viens de dire, dans tous les pays du monde qui ont fait tourisme, si le tourisme est là sous table, tout ça l'a mangé à importer. Il va falloir ajouter au pays en ligne. Il ne va pas besoin de développer le tourisme si finalement, les gens qui bénéficient du tourisme, c'est les compagnies internationales qui bénéficient du tourisme. Parce que ce fort là fait touriste, tant qu'on nous dit dans les 10 dernières années, toujours dans des choix, priorité c'est agriculture et tourisme. Mais qui touriste? Est-ce que ce sont touristes côté que le principal bénéficiaire, c'est les compagnies internationales ou encore, est-ce que le principal bénéficiaire, c'est, on nous dit, pays? Nous parlons de la parole, mais il y a un aspect qui est important dans la parole d'agriculture, nous dit tout à l'heure,
que il y a à peu près 1 358 500 combien de parcelles qui existaient. Alors, hectares de terre qui existaient, qui divisaient en 1 200 000 hectares. Aujourd'hui, en Haïti, n'a pas de pression sur foncier qui est grave et il y a un désintérêt qui pour le secteur à tout, que ce soit en termes d'investissement pour se parler à là, pour nous garder l'aspect incidence question foncière sur le secteur agricole. Là, on va permettre nous, chers téléspectateurs, suivre l'autre entretien, un extrait que un spécialiste, un technicien, a parlé de M. Hébert Peltro, qui est directeur aménagement territoire, alors directeur adjoint aménagement du territoire au ministère de la planification et de la coopération externe, qui lui-même va livrer nos impressions sur la question. Il peut y avoir d'activités économiques, sociales ou culturelles s'il n'existe pas un territoire, et c'est pour cela que l'ensemble des activités économiques et sociales s'articulent ou s'organisent autour du territoire. Et c'est à ce sujet que nous pensons que l'agriculture elle-même, comme activité économique, mérite d'avoir un territoire spécial pour pouvoir vraiment faciliter la vie économique. Alors, pour pouvoir aménager, il faut qu'il y ait de la nature, un espace de base. La seconde chose qu'il faut avoir, c'est l'homme. L'autre élément qu'il faut voir, il faut sur un espace, il y a l'homme, il y a des ressources, il y a des activités économiques. Mais l'ensemble des activités économiques ne peut pas se réaliser de n'importe manière. Voilà l'objet même de l'aménagement du territoire, de la planification spatiale, pour pouvoir rationaliser l'utilisation des ressources et protéger aussi les ressources. Donc au cœur de tout cela, des ressources naturelles, de l'homme haïtien, des activités économiques, de l'aménagement des activités, il y a au cœur de tout cela Haïti comme espace où l'homme haïtien est appelé à vivre et qu'il faut aménager pour rendre beaucoup plus agréable le bien-être de l'homme. S'il y a un territoire, il doit y avoir des acteurs. Comment s'organisent les acteurs? Nous avons l'État, la centrale, nous avons les collectivités territoriales, nous avons la société civile et le secteur privé. Et tout cela par rapport aux relations avec le monde extérieur ou bien la coopération, ça nous permet de voir comment s'articuler ensemble des acteurs pour qu'il n'y ait pas de problème de fonctionnement en termes d'acteurs. Et par la suite, il faut voir le territoire comme, je dirais, un processus systémique qui mobilise à la fois les acteurs, les espaces et les activités. Et par la suite, il faut voir, le territoire est décomposé en plusieurs échelles. C'est pour cela qu'on pense que l'aménagement du territoire comme tel est une activité de dimension multiscalaire, à plusieurs échelles. Par exemple, en Haïti, nous avons plusieurs échelles territoriales. Nous avons la section communale, la commune, l'arrondissement, le département et le territoire national. Donc, l'aménagement du territoire au niveau de la commune n'est pas à la même échelle que l'aménagement du territoire au niveau national. Et c'est pour cela, à ce moment-là, il faut voir que la nécessité d'appréhender la notion ou bien la politique d'aménagement du territoire à plusieurs échelles territoriales au service des autorités publiques. Et ce qu'il faut retenir en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension temporelle est d'une extrême importance. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre penser au territoire haïtien on est en 2015, pour 2020. L'échelle territoriale ne nous permet pas d'agir et d'anticiper le devenir, l'image du territoire sur 20, 30, 40 ans. Donc il faut réfléchir sur le long terme. Alors, l'autre élément qu'il faut retenir, c'est que, comme on ne peut pas réaliser l'ensemble des activités sur le territoire, il faut zoner le territoire. Le zoning du territoire permet de voir ce que nous pouvons réaliser et où l'on peut réaliser cette chose. Et par exemple, dans le cas de Port-au-Prince ou bien les grandes villes, il y a des zones constructibles et des zones non constructibles. Vous voyez très bien ce qui se passe sur la plaine du Cul-de-Sac ou bien à Léogane ou bien la plaine du Nord. Donc à ce moment-là, avec une politique d'aménagement du territoire, ça nous permettra d'adresser la vocation réelle des territoires et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et où l'on doit agir. Le secteur privé ne peut pas, à lui seul, porter l'ensemble de l'activité économique. L'État doit intervenir dans sa politique pour inciter à intervenir. Dans ce cas-ci, on pense que l'État peut, dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire, de développer des pôles de développement pour pouvoir accompagner l'élan de développement du territoire. Après ça, il y a des pôles de croissance, et notamment l'agriculture est un élément important. Nous avons des zones de niche agricole, comme Beaumont pour les tubercules, et comme Thiot pour le café. Donc nous avons des zones, des niches à développer pour créer des pôles de croissance et de développement à partir de l'agriculture.
Et à part cela, il faut dire que, en regardant la tendance actuelle, il y a une tendance au développement des métropoles. Par exemple, aujourd'hui, si l'on réfléchit sur le cas de Port-au-Prince, on peut dire que dans 40 ans ou bien dans 25 ans, la zone métropolitaine de Port-au-Prince serait de Dufort, Carrefour Dufort, comme tout le monde le sait, jusqu'à Montrouy, ou bien de Dufort jusqu'à Malpasse, donc ou bien de Dufort jusqu'à Gantier. Jusqu'à Tomaso. Donc, à ce moment-là, il faut voir que cette tendance est une tendance qui... Au premier chef concerné par débat ça, qui ont parlé de relance agricole, nos espaces territoriaux émiettés, côté gain une grande déperdition de certains espaces en territoire et un choix d'aménagement et de zonage tout qui est inadéquat. Un pays qui a 70% de montagne, 2 tiers de montagne et 1 tiers de plaine. Malheureusement, nous rendons compte que pas de choix éclairé, une zone qui t'a supposé y a de vocation agricole, ouais, c'est l'inverse qu'a fait là-dedans, ce qui fait que bon désordre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a parlé de relance agricole. Quand on regarde l'incidence facteur géographique, ça, la question d'aménagement, sous une probable relance de l'agriculture. M. Peltro c'est abordé là, il mettait en phase sur 2 points qui sont essentiels. Premièrement, il a parlé des outils d'aménagement du territoire et de planification du territoire. Et il a parlé tout sur la question de la gouvernance. Si nous prenons d'abord sur la question des outils, ces 2 outils, tant que nous avons carré, je n'ai pas dit non, mais c'est plutôt la parler d'un schéma directeur. Ça veut dire la donne, c'est un ensemble de outils que tu as de prévoir. Et il y a là-dedans qui sont 2 outils qui sont capables de consultables, mais en même temps, il y a d'autres qui opposent à aboutir, que tu es capable de penser sur qui, genre, par rapport au patrimoine foncier, que d'abord, qui c'est un défi, que l'État lui-même n'est pas jamais arrivé à identifier par rapport avec une absence de ça, nous dit. Il ne sait pas combien il gagne, pas de problème cadastre, il gagne un peu de problème. Mais en même temps, tout, la parler tout de la question de outils qui est par exemple, elle dit il y a de côté qui cultivable, il y a de côté qui mettre tel type de production. Ça veut dire c'est la question de plan d'occupation des sols, ces réserves que nous avons gagnées pour nous faire. Ça représente un gros défi pour nous parce que nous ne pouvons pas vraiment gagner des cadres institutionnels et politiques qui sont adéquats qui permettent que nous abordions ça. Ces outils, même si ils sont là, ils passent. Et gain ça les plans directeurs pour chaque commune parce que nous rentrons dans 3 niveaux de collectivité territoriale, même si le dit gain administratif seulement lié, mais nous même nous l'arrondissement et nous gain la commune, le département et la section communale et même quand ça tout nous gain un problème par rapport avec cette décentralisation que nous rentrons là dans le côté que nous avons défini chaque niveau de collectivité territoriale gain des organes et de dispositions qui existaient mais qui pas forcément opérationnels. Par exemple pour le département, c'est quasiment nul, pas gagner vraiment. Et qu'on est là jusqu'à présent, nous avons parlé au niveau d'opérationnalisation. Niveau d'opérationnalisation, il était seulement au niveau de la commune, à quelques exceptions. Mais en même temps, tout, il y a la question des ressources qui existaient pour permettre d'aborder cette compétence. Il y a les compétences, certes, il y a les attributions, certes. Quel niveau de compétences? Dans le document 4 de loi, on a dit la commune a une compétence aménagement du territoire, il y a l'autre. Mais en qui ça consistait? Est-ce que le document, les outils, ça on a parlé là? Est-ce que existait pour chaque en particulier? Et même quand il existait, dans quel niveau il même capable de rendre opérationnel? Est-ce que gagne les ressources qu'il a pour ça? On parle de ressources humaines. En tout thème, c'est ressources d'abord, est-ce que identifiables? Est-ce que vous passez par des diagnostics systématiques au niveau territoire là pour connaître qui ça nous dispose? Est-ce que ça permet de nous formatrices de l'ensemble d'opportunités que nous sommes capables d'exploiter? Je ne dis pas, diagnostic ça qui t'a donné bail naissance avec ces outils d'aménagement que nous avons parlé là. Il n'est pas vraiment fait de façon systématique. Deuxièmement, la question de la gouvernance aussi. Nous gagnons un ensemble d'acteurs que nous-mêmes nous pas vraiment identifiés. Nous gagnons non seulement pas vraiment identifiés et nous pas capables de faire et fédérer. Ça veut dire autour de un même objectif. Mettez autour de un même objectif parce que nous pas vraiment arriver à faire ça. Donc c'est des limites qui fait que nous pas même arriver. Donc la question de la gouvernance est vraiment en limite pour nous faire ça. Donc on est là, ça passe par des politiques d'abord sous bail territoire tout niveau, tout ça nous baille comme compétence et mettez en phase sur des politiques qui permettent qu'effectivement ils arrivent des territoires qui sont capables opérationnels. Des territoires qui sont capables et pouvoir avec à leurs besoins et des territoires qui sont capables de répondre avec les compétences et attributions qui gagnent pour eux-mêmes, je ne dis pas. Ou du moins, est-ce que c'est vrai? Nous sommes capables d'aller vers le niveau de territoire. Ça ok. Et maintenant, Madame Jean a parlé là, une préoccupation que m'estime qui est majeure. Pas qu'à un développement local sans une élite locale.
au sens large. Si nous voulons l'agriculture une nouvelle mission, une nouvelle fonction dans l'économie, ça sous-entend que nous avons les ressources humaines qualifiées disponibles. Ça veut dire que nous valorisons les ressources disponibles dans la zone et nous gardons des vocations particulières dans la zone. Il y a des zones qui ont vocation sylviculture, c'est pied bois, câble là, dernier fait forêt, fait autre. Il y a de l'autre, c'est élevage, il y a des autres, tout, c'est zones pêche. Moi, je ne sais pas pour nous regarder. Tous les ans, on a produit des étudiants, bien que une initiative de ce genre qui prend le ministère du Commerce et de l'Industrie. Étudiants sortis dans différentes facultés. Qui ça empêché que, avec les terres de l'État disponibles, nous développer de coopération? Nous avons parlé de 1 500 000 bœufs, par exemple, que nous gagnons. Ça a empêché que nous gagnions de coopération. On peut être pour l'Uruguay, on peut être pour la Chine, de pays qui ont pile élevage à grande échelle, que nous sommes capables de quantité de bœufs qui sont dans la zone, et pour utiliser cette faculté de l'agronomie, direction production animale, vini, ou prendre une faculté de droit, dans Inagé et autres, on fait monter de petites sociétés dans communes respectives, dans les sections communales respectives, ils montent de petites sociétés, l'État bat au TEA comme gage, et puis ils montent de petites sociétés. Moun ça non seulement la développer industriel, mais il disponible si un lycée qui dans zone la fait pour la donne parce qu'il y a une compétence là. Donc ça veut dire que ou faciliter l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs et ou doter communauté de base autour de personnes ressources humaines, de personnes ressources qualifiées qui pour porter développement. Ce qui en général pas gagné dans le milieu rural et c'est un gros manquement lié pour question comment ou même comme on va regarder l'idée comme ça. Si vous permettez, moi, avant de continuer, par rapport avec ce que je dis là, il y a un point que je évoqué, je pense que qui n'est pas suffisamment clair. Premièrement, tout ce que je dis, il y a carrément une condition de base que nous sommes prêts pour nous rentrer là, nous avons un problème foncier qui est énorme. L'on dit que l'État, il y a de terre, il est à mettre à disposition. Mais est-ce que l'État connaît combien de terre il y a? Nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas identifier vraiment. Donc, on est là. Et bon, on est capable de toujours continuer, mais ça me devrait faire pour vous comme le problème foncier est vraiment une grosse limite à la question de la question pour aborder question utilisation et territoire. Ça sort. Et par rapport à la question élite là, ouais, et nous discutons, nous allons faire sur l'élite, même temps, mais avant de retourner sur l'élite là, parler de comment pour faire pour attirer toute qualité professionnelle dans le milieu. C'est ça, en essence, l'intervention. Regardez, on nous dit l'agriculture comme secteur moteur, un secteur qui a stimulé tout autre secteur de l'économie. Vous devez dire à nos amis qui font une étude dans une zone pour lui dire et où est-ce qu'on va faire des saucisses. Et bien, il finit par rendre compte que pas assez de matière pour dans le pays d'Haïti pour faire saucisses dans Port-au-Prince. Ça veut dire, si mal au cap, il faut dire que dans le nord, moi je veux faire saucisses, pas assez de matière première pour me faire saucisses. Si moi alors on t'a dit qui ça matière première pour faire saucisses pour nous comprendre de qui soit parler. Matière première pour faire saucisses c'est déchets et abattoir déchets sous bœuf, déchets sous cabri, tout déchets ça. Déchets viande. Déchets viande. Ça veut pas dire déchets sous-produits viande. Quand déchets on a tendance à comprendre que c'est fatra. C'est fatra, c'est sous-produit viande. C'est sous-produit parce qu'en général clientèle qui parle dans market n'a chercher cuisse, qui chercher filet, c'est ça. L'autre, il y a moins de valeur sur le marché, mais ce n'est pas des sous-produits. Sous-produits par rapport à la clientèle possible. Bon, c'est comme ça, en général, pour un peu de monde, puissance sont sous-produits pour le marché nord-américain, marché européen, parce que le premier principal produit pour eux, c'est blanc. Bon, ça, c'est. On dit, on a parlé de sous-produits. Alors, ça, c'est culturel, mais ici, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, ça veut dire, je dis, si il y a assez, on nous dit, de matière première, on va pour l'industrie, on nous dit saucisses. Si nous faisons sous industrie saucisses, effectivement, on nous dit dans le nord, dans l'est, pour attirer un industriel dans le nord. Pour attirer, et dans tout domaine, chaque fois qu'on a besoin, on savoir-faire dans le nord, chaque fois qu'on a besoin de faire développement économique, eh bien, on prend le traîner, prend le mener des savoir-faire dans le milieu, et c'est comme ça qu'on finit par joindre, effectivement, on nous dit. Mobilisation de personnes ressources dont on a parlé. Parce que, si on connaît l'histoire avec Latine, les 50 à un certain moment, on va le Fordis. Qui ça Fordis fondamentalement? Eh bien, Ford rend compte que pour le développer l'industrie dans le pays avec Latine, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat. Qui ça le fait? Eh bien, il va développer l'industrie. Il dit qu'il faut accompagner les réformes agraires dans le pays pour gagner pouvoir d'achat, pour développer l'industrie, pour capable gagner industriel. Industrie présent. Donc ça veut dire quelque part, on veut dire, il était clair, sous besoin de gagner effectivement qualité professionnelle, il faut qu'on ait un développement économique, il faut qu'on gagne effectivement un développement économique pour attirer effectivement, on nous dit savoir-faire ça. Bon, ça veut dire qu'en nous fongeant,
Et en dehors de ça, il y a un peu de débat que nous avons fait dans le milieu. Là, on est sur l'université, on fait agronomie, on fait génie, on fait sciences sociales, on fait l'école normale. Avant, on travaille dans le pays, on a une obligation. On dit pour l'État, pour rendre l'État, effectivement, ça l'État est où pendant qu'on étudie. Mais je dis, si dans la mesure où nous devons organiser ça, organiser présence ça sur ce territoire-là, sans masse critique que nous prenons dans le milieu. Parce que dans le milieu, qui peut faire que ou en train de construire une élite sociale, une élite économique et une élite politique dans le milieu. Mais je dis, il arrive que, bon, mais qu'on débat sur l'élite, ça n'est pas l'élite, c'est pas le monde qui est formé. Nous disons que l'élite, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas formé qui faut l'élite. Alors, c'est pas formation seulement, mais c'est formation en tout. Bon, c'est formation en tout, c'est clair, formation en tout. C'est d'abord pour mon cas étudiant dans le milieu, qui ont réfléchi sur les problématiques milieu, qui ont capable de travailler pour la formation milieu. Donc, nous ne pas prendre l'élite parce qu'on a dit, on monte une usine sous traitance, on est là, il travaille, il fait tissu, il faut y aller, il va avoir un rapport à milieu. Et puis, on a un pile intellectuel qui est dans l'usine de temps. Mais qui rapport à la milieu? Est-ce qu'on carré ça pour mon élite? C'est un peu ça. mettre la profit. C'est ça. C'est qui implication, qui est lié à milieu, qui a travaillé pour changement de formation milieu, ça n'a pas été son élite. Donc, comme c'est pas obligé de garder les étudiants, je dis en petite parenthèse sur l'élite. Même on peut tourner avant ça sans problème. Oui, m'intéresser à l'autre occasion. Et nous allons finir, même d'ailleurs, suivons la deuxième partie dans l'intervention de M. Peltoa, qui porte un éclairage effectivement sur la question foncière en Haïti. Parce que nous comprenons que le développement, c'est pour nous décréter. Quand Jean bon Dieu fait que la lumière soit la lumière fut, ou besoin de compréhension, besoin de mode de représentation de sa milieu à vivre là, nous ne pouvons pas tout suivre. Avant d'entrer dans le point qui est important dans l'intervention c'est Pelto, c'est question zonage là, qui est fondamental. Je veux dire, je m'a marché comme ça. En fait sport et puis moi je suis installé on gravait la coton caille ouais on est on a de bon caille on habite dans caille et puis on est mon jour je suis décidé de mettre un gravel à côté de la caille bouillie poussière oui pas rien que pêche on est font gravel n'importe côté dans le pays d'Haïti c'est pas normal on va vivre dans le pays côté que n'importe qui fait investissement côté le blé n'importe qui sans que personne n'est pas gain pour un compte à personne. Et à ça, plan schéma directeur a servi pour le dire, chaque morceau nous gagnons, à qui ça a servi, qui j'ai environnement ça lui-même par rapport à l'étude que nous faisons sur lui, capable d'accueillir tel type d'activité et pas tel autre. Il y a de côté mon cas vivre, il y a de côté c'est pas là mon cas vivre, c'est leur cas produit. C'est ça. En dehors de question agriculture, quand l'occupation sol, côté capable de faire maïs, côté capable de faire pied bois, mais il y a l'autre qualité, côté capable de faire usine, côté capable de faire tourisme, côté capable de faire gravel. Et pour nous avoir ces réflexions qui sont de plus en plus intéressantes, nous va permettre de nous suivre une deuxième partie dans l'intervention que M. Hébert Peltro, il t'a dit que M. c'est directeur adjoint et direction aménagement du territoire dans le ministère de la planification et de la coopération externe, qui est même nous allons suivre l'autre petit partenaire entretien pour nous clore entretien extrait ça que nous avons là, en attendant nous-mêmes pour nous retourner et conclure l'émission aujourd'hui. Et pour cela, il faut des politiques d'aménagement du territoire pour enrayer cette, je dirais, l'anarchie dans l'utilisation du territoire. La réparation, c'est que nous avons des zones en Haïti, nous avons 2 ou 3 zones en reconversion, notamment la plaine de Madras ou bien Titanien, qui sont des zones qui n'ont pas été reconverties. Donc finalement, ces zones sont transformées catégoriquement en véritables zones désert. Bon, c'est vrai aujourd'hui, sur la plaine de Madras, il y a beaucoup d'activités, mais il a fallu attendre beaucoup de temps avant qu'il y ait ces activités. Encore cette semaine, ou bien la semaine dernière, on a vu que sur Titanien, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est encore du désordre, donc parce qu'il n'y a pas eu au départ une politique de prise en main de ces espaces à reconvertir. La protection. Nous avons dit que l'aménagement du territoire se tourne autour de la nature, donc il faut protéger, il faut préserver la nature. Donc à ce moment-là, la dimension environnementale est d'une extrême importance de la mise en place des politiques d'aménagement du territoire. L'autre élément qu'il faut retenir, c'est la compensation. La compensation parce qu'il faut rétablir l'équité territoriale. Il n'est pas possible que l'on retrouve certains territoires, l'équité territoriale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible qu'on retrouve certains territoires complètement démunis, complètement enclavés, complètement délaissés, et d'autres territoires, il y a un engorgement, il y a un problème de ration. Pour desserrer la pression sur un territoire, il y a une forte pression, il faut de toute manière commencer par penser à d'autres territoires. Et pour cela, il faut compenser, il faut apporter, il faut une politique d'intervention sur des espaces clés. Et à part tout cela, donc au-delà de voir cette notion, il faut voir la notion de cohésion territoriale.
Comment articuler le territoire pour faciliter le développement? Comment articuler le territoire pour faciliter le développement économique? Comment faciliter, harmoniser le territoire pour faire la cohésion sociale, économique et culturelle? Donc c'est peut-être important en matière d'aménagement du territoire. Il faut aborder cette question de façon systémique pour ne pas avoir une idée de façon isolée en matière d'analyse. Alors, la grande fonction de l'aménagement du territoire, c'est une fonction économique. Parce que dès qu'il existe l'homme quelque part, il y a la nature, il y a les ressources, on a tendance à créer de l'économie. L'autre élément qu'il faut voir, c'est la fonction sociale. Parce que l'objet de l'aménagement du territoire, c'est d'assurer le bien-être de la population, d'assurer qu'il y a un minimum de centres de services au bénéfice de la population. La fonction écologique, c'est la fonction par rapport à la nature, mais il faut dire que l'aménagement du territoire est considéré comme un domaine d'intervention, je dirais, multisectoriel. Et c'est pour cela que l'aménagement du territoire ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette fonction institutionnelle, la gouvernance comme telle. Et à ce sujet, donc, il peut y avoir des mécanismes institutionnels où l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la question du territoire se réunissent pour aborder la problématique, la mise en place de la politique d'aménagement du territoire. Alors, ici, vous avez une synthèse rapide sur cette question avant d'aborder en Haïti. Nous avons plusieurs aspects. La question d'aménagement du territoire, c'est l'aspect politique, les politiques d'aménagement du territoire, l'aspect juridique, parce qu'il faut qu'il y ait des normes, des principes, des lois permettant d'utiliser le territoire et de réguler l'utilisation du territoire. Et l'aspect technique, parce que là, il faut réaliser, il faut qu'il y ait, si l'on applique la loi comme telle, il faut qu'il y ait des instruments, il faut qu'il y ait des outils de gestion des gouvernances du territoire. Et pour cela, nous avons les schémas, les cadastres. La question foncière en Haïti est un problème sérieux. C'est un problème que doit adresser l'aménagement du territoire. Parce que si le foncier n'est pas sécurisé, donc déjà, on a un problème d'avoir accès à l'investissement. L'aspect environnemental, on en a parlé de cela déjà, l'aspect socio-économique, mais en fin de compte, pour qu'il y ait cet espace de développement économique sur le territoire, il faut financer ça. Et pour financer ça, il faut voir le lien qui existe entre les grandes orientations spatiales de développement et d'aménagement par rapport à la mise en place du budget, que ce soit le secteur privé qu'on incite ou bien que l'État. Alors, je voudrais voir rapidement la question de la culture et du territoire. On ne peut pas prétendre réaliser l'agriculture, n'importe quel type d'agriculture, partout sur le territoire. Qui ont situé l'intervention au regard de probabilité ou possibilité de relance du secteur agricole, qui ont facteur ça, la question d'aménagement du territoire, capable d'influencer dans ce sens ou dans l'autre, et relance le secteur ça, même si une coûte pour nous conclure. Oui, même si on t'a dit déjà, et M. Peltro essaie d'aborder la question ça en lien avec l'aménagement du territoire, pendant que l'évoquait plusieurs aspects importants, qu'il y a une question foncière, une question schéma d'aménagement, tout. Mais il y a un bagage que nous avons confronté comme problème, que il n'est pas suffisamment mis accent sur lui, c'est comment il accompagner question et occupation espace. Tant qu'on parle de l'espace qui est supposé reconvertir, ça veut dire que c'est des espaces qui sont supposés dédiés à certaines activités, qui ont un rapport avec l'agriculture, mais qui sont occupés. Par exemple, parler de Titan et de l'autre côté. Donc, nous, que c'est un processus d'urbanisation qui est fait pendant que pas un accompagnement de l'évolution même de territoire. Par exemple, nous connaissons Titan, c'est même avec tout l'autre espace périphérique qui subit pression, question d'urbanisation. Donc, dans ce sens-là, nous rendons compte que ça nous relie un enchevêtrement, il y a un lien entre l'ensemble de politiques qui est supposé appliquer. Ça veut dire faire en sorte que l'agriculture reprend place, ou du moins servir à salle de service, c'est toujours travail sur une politique de planification urbaine adéquate, son politique d'aménagement du territoire adéquate, pendant que nous avons intégré dans des espaces qui, ce n'est pas des espaces qui sont enclavés, mais c'est des espaces côté que nous avons besoin et qui dédié avec propre ça de bail. Donc dans ce sens ça, même là nous finissons faire il passait d'abord par ça que M. Peltro a dit, c'est la question de PIP. Là, nous dit c'est plan d'investissement prioritaire après diagnostic. Plan d'investissement prioritaire là, vous l'avez dit, nous pourrons rendre compte par rapport avec ça nous gagnons pour nous faire, qui ça que nous pourrons mettre par rapport avec les réalités du territoire, parce que chaque territoire a un caractère, chaque territoire a une particularité et il a ça le offrir nous. Donc il passe par ce PIP là que nous ne pas vraiment aborder, puisque d'abord le schéma qui doit exister pour le capable de naissance avec plan d'investissement prioritaire, ça n'est pas là. Agolon, bon fini. Bon, il
de l'intervention que dans prise de parole, Pelto, Monsieur Peltro, Hébert Peltro. Il parlait de hypercentralisation autour dit de zones. Et parmi les zones, il n'y a pas dit des zones, mais une zone côté que une hypercentralisation était ouest, Département. La petite zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ça. Et nous avons passé 12 janvier. 12 janvier montrer que, effectivement, côté que l'hypercentralisation, ça pose un problème. Puisque le fait que douane Port-au-Prince fermait pendant un mois, recettes pays d'Haïti baissé. Parce que 90% de recettes pays, de douanière, chita au niveau de Port-au-Prince. Donc, pas possible. Un pays ne va pas fonctionner côté que toute activité économique est tournée autour de nos zones. Un problème. Dans ce sens, ça a pris réflexion faite pour des nouvelles zones économiques. Et parmi une zone économique qui a parlé, ces zones, on dit Bukatiboni. Qui parle un peu de livre, bon, on a eu l'occasion à un autre moment de parler de ça. Mais Bukatiboni, il montre que s'ouvre les faits zones, ça, en zone économique, vraiment, il y a des investissements qui sont appropriés. Ça veut dire que cohésion territoriale, que la parlé, c'est un terrain favorable. Ça veut dire que sous dit ces zones, ces zones économiques, mais route pour faire, c'est pas vers un pour l'aller. Par contre, route pour faire, c'est pas vers ce domaine pour l'aller. Route pour faire, sont routes qui pour désenclaver les zones de production, permettre que, on nous dit, pour Madame Chada dit tout à l'heure, ou fait, on nous dit, développer le marché local. Elle dit, nous sommes capables de consommer produits qui fait dans le pays. Ou pas faire route pour produits importés rentrer, ou faire route pour circulation produits nationaux, produits locaux. C'est ça un peu aménager le territoire. Aménager le territoire par rapport à choix économique, par rapport à choix politique pour faire. Que si on a parlé de race agricole, c'est aménagement qui va permettre de dire que race agricole là, c'est convaincre. Moi, merci aux agronomes de ce côté participer dans le débat. Je vais finir sur un thème qui est important. Jusqu'en 1946, toute plaine là, toute vallée la Tibonite là, c'était une zone qui était gagnée en pile et bayaon la donne. Moi qui ai 80 ans qu'on y a capable de témoigner de ça. À partir de 1947, il y a une initiative d'État qui monte un vaste programme d'irrigation dans la vallée de la Tibonite là. Et je dis, 80% du riz que nous consommons dans le pays est soutenu dans la vallée de la Tibonite. Donc, un choix de politique publique non temps donné capable de changer une donne dans un pays. Donc, par exemple, la Tibonite là, mais par exemple sur plusieurs autres zones d'ailleurs, mais malheureusement, c'est l'exemple le plus éloquent d'intervention de l'État dans le secteur agricole là. Et parce qu'il faut rappeler tout que tout système d'irrigation nous gagne là, à part de ça qui fait dans la Tibonite là, c'est le système qui hérité de la période coloniale. Ça veut dire que une prise en charge de pays qui pendant longtemps, particulièrement du secteur agricole, pas fait. Mais j'espère que nous avons une occasion pour nous venir faire l'autre débat sur cette question là, parce que nous avons parlé de 60%, 50-60% de monde dans le pays qui vit dans le secteur agricole. Et qui, j'en donné au paraître là, montré que c'est des gens qui habitent dans le total isolement et de la pauvreté la plus abjecte. Est-ce qu'on est capable de parler de relance du secteur agricole sans ne pas commencer à garder le statut dans le système social et économique là en Haïti? Voilà une interrogation qui est pertinente, mais j'espère que l'émission ça a été comblée à temps aux téléspectatrices et téléspectateurs qui ont écouté. Moi, merci particulièrement technicien qui permet de mettre savoir-faire au service, particulièrement M. Astré, coordonnateur qui lui-même prêté nos services, il déverse Serge et nous-mêmes qui viennent réfléchir sur ce sujet ça. Nous avons expliqué que ça n'a fait là son travail qui est important parce que nous avons besoin de l'autre type de communication, nous avons besoin de l'autre type de réflexion, nous avons besoin de l'autre type de représentation du réel haïtien pour nous capable faire face à des défis posés pour nous en matière d'organisation du développement de l'économie. Merci beaucoup une fois plus de présence. Nous espérons nous l'autre fois pour suite programme ça. Pour servir, c'est Westner Désir. À la prochaine.